faut avoir des convictions fermes. Une fois qu'on a des convictions, ça nous porte sur beaucoup de choses déjà. Bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast de Politicae qui donne la parole à des élus locaux heureux et épanouis dans leur engagement. Et aujourd'hui, nous avons la chance, le privilège de recevoir un président de département, celui de l'Eure, Alexandre Rassaer, ancien maire de Gisors. Bonjour Antoine. Comment est-ce qu'à 27 ans, on devient maire de Gisors, commune de plus de 12 000 habitants ? Eh bien, on se retrousse les manches, on fait beaucoup de porte-à-porte, ça a été mon cas, et c'est ce que je conseille à tous les candidats de faire, parce qu'en fait, il n'y a rien qui remplace le contact très direct. Ça demande parfois un petit peu de... Il faut se faire un peu violence, c'est pas naturel d'aller sonner chez les gens, toquer aux portes et dire voilà, surtout, aujourd'hui je le fais en tant qu'élu local, et ça n'a rien à voir, parce qu'ancien maire et tout, on est accueilli. On est identifié. Oui, voilà, il y a moins de problèmes, mais quand on est candidat, qu'on n'existe pas, qu'on n'a jamais été élu, bon... Et finalement, ce que je dis toujours, c'est que moi, mon expérience personnelle, c'est que j'ai été très bien accueilli. J'ai eu très peu de problèmes, en fait, pendant un an de porte-à-porte, alors que j'étais simple candidat, que j'étais pas dans la majorité de la municipalité à l'époque. Finalement, les gens vous en veulent rarement d'aller les voir pour leur poser des questions. Au pire, ils vous disent qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais sinon, on fait des super rencontres. Et c'est comme ça que petit à petit, avec mon équipe de l'époque, en allant voir les gens, on a réussi à remporter l'élection municipale. Et puis après, moi j'ai toujours été dans une famille assez politique mais qui n'avait pas le temps d'en faire. J'ai un peu en fait répondu à une frustration familiale, famille d'entrepreneurs qui n'avait pas la disponibilité de se lancer réellement en politique. Donc j'ai rattrapé un petit peu ce que mon grand-père n'a pas pu faire. Et voilà, donc c'était une petite mission que je m'étais fixée. Vous êtes diplômé de sciences politiques, vous avez occupé notamment des postes très politiques de collaborateur d'élus. Comment est-ce qu'un beau matin, on décide de passer de ce quotidien qui est passionnant à aller faire du porte-à-porte dans sa commune natale de Gisors? J'ai toujours aimé la politique et j'ai une façon de penser qui consiste à dire qu'il faut commencer par la base pour évoluer, quoi. Donc j'ai beau avoir fait des études de sciences politiques, finalement il faut savoir que dans les instituts d'études politiques on apprend assez peu la politique. On apprend des notions, on apprend l'histoire des idées, mais quelque part c'est assez éloigné de la politique concrète réelle. Et donc, je voulais, pour faire mes armes, me confronter à la réalité concrète de l'engagement politique. Et pour ça, c'est l'élection, tout simplement. Donc voilà pourquoi je Pourquoi Gisors ? Alors Gisors, parce que c'est la ville où j'ai grandi. Mes parents y habitaient. Après, ils ont déménagé dans un village juste à côté, qui est sur le canton d'ailleurs de Gisors où je suis élu aujourd'hui, qui s'appelle Hébécourt. Mes grands-parents des deux côtés habitaient Gisors. Mes parents, il y avait leur entreprise donc de couverture et moi j'y ai fait école, collège, lycée. J'ai passé mon bac là-bas. Donc pour moi c'était vraiment l'évidence. Et puis avec un vrai défi puisque la municipalité était communiste depuis 43 ans et que c'était pas, je vais pas cacher, c'était pas mes convictions premières. Donc je trouvais que c'était un beau défi par rapport à ce que je constatais pour m'engager concrètement, quoi. Alors première élection, jeune, 26, 25 ans au moment de la campagne. Une étiquette qui n'est pas celle de la majorité municipale depuis des années. Comment est-ce qu'on fait tomber un bastion communiste ? Alors, il faut être humble. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances. Au bout de 43 ans, il y a une usure du pouvoir quand même. Ça, il faut le dire aussi. Donc, le maire de l'époque, au bout d'un moment, je pense que les gens ont une envie de changement. 43 ans, c'est très long, 7 mandats. Donc, il y a ça. Après, charge à lui de susciter la succession, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, un contexte post-élection de François Hollande, où quand même être de droite, c'était pas si mal vu 2 ans après le début du mandat. Mais sinon, après, pour ce qui nous revient, comme je l'ai dit avant, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. À l'époque, en plus, j'étais libéré de toute contrainte familiale, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Donc, j'ai passé énormément de soirées, énormément de journées, énormément de week-ends à faire du terrain, à aller voir les gens, à essayer de convaincre. Et pour revenir sur le porte-à-porte, puisqu'on est là aussi pour conseiller des gens qui voudraient se lancer, n'attendez pas d'avoir un projet pour aller voir les gens. C'est l'inverse de la bonne méthode. C'est-à-dire que aller voir les gens, ça vous donne des idées pour ce que vous allez proposer. Ça veut pas dire que vous n'avez pas de colonne vertébrale, mais ça vous donne des idées. Ça vous donne aussi les mots qu'il faut utiliser pour toucher juste. Parce qu'en fait, quand vous faites beaucoup de portes, au bout d'un moment, il y a des mots, des notions, des trucs qui vont ressortir. Et donc, certes, c'est important d'avoir un projet, du fond, mais la forme compte aussi. Ça veut dire qu'il faut avoir un langage qui est quand même proche des mots qu'emploient les gens. Donc moi, je conseille toujours, commencer par le porte-à-porte,
N'attendez pas d'avoir le document parfait, le projet ficelé, parce qu'en fait, vous perdez beaucoup de temps et vous risquez de taper à côté et de faire une moins bonne campagne. Donc en fait, là, on est à 1 an des élections. Le conseil, je passe mon temps à donner des conseils qu'on n'écoute pas, mais je le dis quand même pour tout le monde. Là, tous ceux qui veulent se présenter, les auditeurs Politicae vont les écouter. C'est maintenant. Maintenant, allez-y, n'ayez pas peur. Et tous ceux que je connais qui ont fait du porte-à-porte, parfois au début ont un peu de mal à se lancer, mais après ils sont accros. Donc il faut le faire. C'est d'ailleurs un des prémices du rôle de l'élu local, c'est d'aller à la rencontre de sa population, d'être face aux réalités de terrain. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les retours sont plutôt bons et les portes sont plutôt accueillantes en règle générale. Bien sûr, on se fait toute une idée. En fait, tous les prétextes sont bons pour ne pas le faire. Parce que c'est pas forcément naturel, comme je dis, d'aller déranger les gens chez eux et tout. Donc on se dit toujours, non, on va les déranger, pourquoi, etc. Bon, essayez, vous verrez. Et en fait, c'est le cœur de la politique de faire ça. Si vous vous contentez de réunions plus institutionnelles ou même d'assemblées générales d'associations, il faut les faire aussi, tout ça c'est important. Ou même les vœux, finalement, on voit toujours un peu les mêmes personnes. Si vraiment on veut toucher le plus large public possible, il faut aller chez les gens. Parce qu'il y a des gens qui, et c'est leur droit, ne s'engagent pas particulièrement dans la commune, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, pas la disponibilité, c'est pas leur envie, etc. Par contre, ils ont quand même des choses à dire. Par contre, ils votent aussi, ils payent parfois des impôts. En tout cas, ils ont le droit d'être écoutés. Et c'est pour ça que je dis toujours aller jusqu'à la porte, parce que sinon, vous passez à côté de toute une partie de la population, finalement. Et vous ne voyez que ce qu'on peut appeler dans le jargon un peu des habitants professionnels, et on les apprécie, il n'y a pas de souci, mais ils ne représentent pas 100% de la population. Après des mois de porte-à-porte, vient le jour de l'élection, oui. Puis la victoire. Oui. Comment est-ce que, à 26 ans, le soir de la victoire, on se projette dans les 6 années à venir ? Alors moi, j'avais été assez superstitieux, ce que je déconseille à tout le monde. Comme quoi, il faut aussi dire ce qu'il ne faut pas faire. C'est que vu que la victoire était tellement pas attendue, il y avait peut-être que ma mère et moi qui croyions vraiment. Bon, je dis ça à mon équipe aussi un peu, mais avait des doutes parce que tout ça était quand même... c'était pas du tout envisagé par les observateurs. J'avais été superstitieux dans le sens où j'avais dit, bon, on va gagner, puis on verra après, quoi. Donc j'avais pas prévu. On avait un programme. Mais je n'avais pas prévu, et ça je le déconseille, de manière très opérationnelle, comment dès le jour 1, on engage les trucs et tout. Je m'étais dit, on gagne et on verra après. Bon, ça, faut pas le faire. Par contre, le soir de l'élection, on ne l'oublie jamais. Parce qu'en effet, j'avais pas eu de mandat avant. Une grosse partie de mon équipe n'avait pas eu de mandat. On était vraiment une équipe, justement, qui n'avait pas de mandat politique pour la plupart. Voilà, tout. C'était quelque chose d'assez mémorable. Ce que je retiendrai, c'est une émotion de voir ma grand-mère et mon père ce soir-là. Fiers de leur progéniture. Et en fait, on revient à l'essentiel. Hein. Dans les moments comme ça, mon père a craqué. Ma grand-mère, en tout cas, en voyant ma grand-mère, mon grand-père était parti quelques années auparavant. Et voilà, j'aurais aimé qu'il soit là. Et c'est ce moment-là que je retiens. Et après, il y a un journaliste qui m'a posé la question, qu'est-ce que ça vous a fait ? Et je lui avais dit, en fait, j'ai pas fait péter le champagne ou quoi, j'ai pas profité du tout de la soirée, parce que j'ai eu un truc qui m'est tombé sur la tête. Sur les épaules. Exactement. Soudain. Et j'ai dit ça, le journaliste m'a dit, vous faites de la langue de bois. Et là, je lui dis qu'il avait rien compris à ce qu'était la politique, parce que c'était vraiment pas de la langue de bois. Déjà, c'est pas mon genre. Et vraiment, je n'ai pas savouré du tout cette soirée. Parce qu'en fait, on se dit justement, mais bon, maintenant, j'ai gagné. T'as promis de pas augmenter les impôts. T'as promis de régler les problèmes. Il faut le faire. Maintenant, il faut le faire. Et donc, en fait, on est très vite concentré sur l'objectif. En tout cas, si on ne l'est pas, c'est pas bon. Faut tout de suite être concentré. Et pendant la campagne, est-ce qu'il y avait des signaux qui étaient annonciateurs de cette victoire ou à l'inverse d'une défaite et qui ont été mal interprétés ? Comment est-ce qu'on sent la population, le feeling de l'élection ? Je parlerais plutôt de l'entre-deux tours, moi, si vous voulez. Parce qu'en fait, l'entre-deux tours, il y avait, je vais essayer de faire rapide, mais il y avait 2 listes de gauche et nous. Les 2 listes de gauche, moi, je fais 41. Donc le reste, c'était 35 pour les communistes et, que je dise pas de bêtises, 24, ça doit être ça. On affichera c'est ça, je pense que c'est ça. 24 pour les socialistes. Et ils fusionnent au second tour. Forcément, c'est là où je dis, là, fallait sentir le truc. Moi, j'étais quand même persuadé qu'on gagnerait. Pas aussi large que ce qui s'est passé, mais pourquoi ? Parce que si on fait des calculs à l'ancienne, on se dit la gauche fait 59, c'est fini. Mais on a été la seule équipe à faire du porte-à-porte et à parler aux gens. Et moi, ce que je savais très bien, c'est que les gens avaient voté pour le candidat socialiste contre le maire sortant. Ouais. Donc le report des voix du socialiste. Donc moi, j'ai analysé que le report de voix irait pour nous. Okay. Ce qui s'est passé.
Mais le maire sortant étant sur une autre logique, plus ancienne, de fidélité de vote, de report de voix, beaucoup moins volatile et tout, il n'a pas vu ce changement. Il lui pensait, et d'ailleurs, il y a un article de presse entre deux tours qui montre, lui pensait vraiment, voilà, bon, on a gagné, il a fait une campagne d'entre-deux tours, faut battre la droite, classique. Mais c'était pas ça le sujet. C'était pas le sujet. En fait, c'était une vision très politique, alors que le sujet, c'était on veut que ça change. Et comment, justement, on arrive à aller récupérer, outre le vote de rejet, des électeurs qui ne partagent pas forcément votre étiquette politique au national, mais qui sont persuadés que vous serez le meilleur candidat pour leur commune? Il n'y a que la proximité, enfin j'enfonce une porte ouverte, mais en fait, il faut que les gens vous voient. C'est pour ça que porte-à-porte, permanence, visite de quartier, etc., en dehors des réunions de quartier même, parce que là encore, bon, j'aurais à dire là-dessus, mais c'est que le rapport de face à face qui fait que les gens vont se dire, bon, en fait, ce candidat-là ou cet élu-là, bon, je vote pas, je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais je lui fais confiance quand même. Et ça, c'est que de l'humain, quoi. C'est là où le mandat municipal il est fort, parce qu'on peut retourner ça. Au niveau national, c'est un peu plus compliqué, quoique ça compte de savoir-être. Il y a des gens qui sont capables de voter pour un candidat au présidentiel juste parce qu'ils apprécient sa façon d'être. Le face-à-face, là où c'est important, c'est qu'on voit que, et ça a été mon cas notamment, je pense, les médias, pas forcément volontairement, mais parfois parce qu'on n'a pas la bonne attitude quand on prend la parole en public ou devant les médias, déforment un peu ce qu'on est vraiment parfois. Donc c'est important de corriger. Quand vous êtes jeune, très jeune élu, oui, un jeune ambitieux en politique. On vous dit tout de suite que vous êtes, limite, vous vendriez votre mère, que vraiment, vous avez envie d'être président de la République, ministre, que une image très stéréotypée du jeune élu, les dents longues, etc. Et donc ça, c'est très difficile de se battre contre ça. Et la seule façon de faire, c'est d'aller voir les gens, de leur expliquer comment on est, qui vous voient en action, qui discutent avec vous, et pas que de la politique d'ailleurs, qui se disent, en fait, finalement, on se ressemble plus que ce que je pensais. On reste des êtres humains. Pendant tout le Covid, j'ai fait beaucoup de live Facebook, beaucoup. Et un des principaux retours, parce qu'ils étaient très suivis, c'est ça, c'est que les gens m'ont dit, en fait, vous ne voyez pas comme ça. Parce qu'ils m'ont vu devant une caméra parler normalement, quoi, pas par le prisme d'un article, pas de personnes qui leur disent des choses. Normalement, ils se sont dit, en fait, on n'est pas si éloigné. Ça, c'est très important. Donc on l'a dit, belle victoire, large. Ouais. Le lendemain matin, on est aux manettes. Alors il y a d'abord le conseil municipal d'installation, mais on est aux manettes et on se retrouve à la tête d'une collectivité qui est dirigée par la même équipe depuis 43 ans. Comment ça se passe? C'est compliqué parce que, et c'est tout à fait naturel, une grande partie des agents avaient, je dirais, plus que de la fidélité, de l'affection pour le maire. Et ça, je le respecte complètement. Donc il faut réussir à rassurer, à faire acte de présence, tout en assumant le changement. Et honnêtement, oui, c'est pas simple. Et après, moi, j'ai pas toujours... je conseille aujourd'hui à la fois je fais de la formation pour les élus et pour des étudiants juristes qui seront demain des juristes en collectivité. Et donc, je prends aussi mon expérience comme conseil de parfois ce qu'il faut pas faire. Et je me suis... dans les premières semaines, en tout cas, je considère que j'ai pas assez communiqué avec ma majorité. D'accord. Comme dans la vie, quand on est face à des difficultés, parfois on s'isole, on s'enferme. Alors, je leur parlais et tout, mais j'ai pas assez partagé la contrainte avec eux. Aujourd'hui, ce que je ferais, c'est ça. C'est tout. Dès que j'ai un problème vraiment qui me semble insoluble ou compliqué, aujourd'hui, je réunis les élus. Et finalement, déjà en parlant, vous réduisez de 50% le problème. Voilà, ça a un effet, comme dans la vie quand vous avez un problème. C'est exactement pareil. Et puis après, c'est de ne jamais laisser l'administration prendre le pouvoir. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher... C'est que de la volonté. Là. De la volonté, de la ténacité, de la... Est-ce qu'il faut des compétences, notamment juridiques, de droit, le Code général des collectivités territoriales, pour qu'un maire puisse tenir tête à son administration? Il faut connaître suffisamment de choses pour ne pas se faire balader. Donc ça, c'est important. Dès qu'on est maire, il faut être un minimum formé. Il ne faut pas devenir... j'écoutais M. Fromentin sur le même podcast, il ne faut pas non plus être expert des sujets. Il a tout à fait raison. Après, on s'éloigne de notre rôle. Mais il faut être suffisamment au courant de comment ça fonctionne pour ne pas se faire balader. Donc il y a une confiance dans l'administration. En même temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut être extrêmement vigilant. Et donc après, c'est beaucoup de volonté. De la ténacité, pas lâcher. Quand on a été élu, nous, et mon adjoint en finance, on s'en souvient parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, on s'était engagé à ne pas augmenter les impôts et on avait garanti qu'on maintiendrait un budget aux associations à peu près équivalent, en tout cas qu'on ne ferait pas le grand soir, parce qu'on savait que la situation financière était dramatique, donc j'avais été très, très, très prudent sur les promesses. Et sauf que quand vous arrivez au pouvoir inexpérimenté, en tout cas sur les questions de gestion municipale, même si j'avais un diplôme en gestion financière des collectivités, donc quand même on voit,
Moi, le budget n'était pas voté. Il me restait 2 semaines pour le voter. D'accord. 2 semaines pour voter un budget en déséquilibre total parce que beaucoup de choses avaient été reportées sur le mandat suivant. Habituel. Bon, voilà, je ne vais pas juger ça, c'est le jeu. Le réflexe des services, trop souvent, hein, c'est de vous conseiller ce qui est le plus simple techniquement pour eux, mais pas ce qui est le plus simple pour vous. Et donc moi, on m'a dit, il y a une solution, il faut augmenter les impôts, et puis il faut sabrer les assos. Et là, quand on vous dit que c'est la seule solution et que vous n'avez pas d'expérience, vous calez un peu, quoi. Donc ça a été un moment de vérité, ça, pour nous, avec mon adjoint aux finances de l'époque, avec l'équipe. Comment on fait, quoi. Donc on a temporisé quelques jours, on n'a pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup réfléchi, et au bout d'un moment, faut faire un acte politique de dire au service non. Non. Et finalement, on trouve d'autres solutions. Et ces solutions, en l'occurrence, parce que je suis sûr que ça intéressera un certain nombre de nos auditeurs. Les frais généraux de la commune, la masse salariale. On a fait un transfert exceptionnel en accord avec alors c'est très technique, avec la direction des finances publiques d'un budget annexe vers le budget principal, mais c'est un one shot. Budget annexe de l'eau, par exemple. C'était l'eau, je crois, mais c'est un one shot. C'est très dérogatoire. Mais pareil, ça je conseille, faut rester bien connecté aux partenaires de l'État et tout, parce qu'on est capable de faire du dérogatoire. Et moi j'avais le préfet dans mon bureau qui me disait vous êtes en zone d'alerte, zone rouge et tout. Bon bref, donc le temps de respirer, en tout cas on a fait ça. Et après non, on a fait du ligne à ligne, c'est certain. On a quand même reçu toutes les assos, mais on les a reçues chacune, en disant voilà celles qui avaient des épargnes, de faire un petit effort, etc. Mais on n'a pas non plus trop réduit. On a réussi à tenir sans augmenter les impôts, en faisant vraiment du ligne à ligne. On a eu un premier budget très difficile, mais en tout cas où on a tenu. Et après, en un an, on a eu le temps de faire d'autres choix. Voilà, il y a un truc symbolique et c'était que j'ai pris la décision de supprimer le colis des anciens à l'époque. D'accord. Bon. En termes de première décision, c'était compliqué. Moi, c'est simple. Mes premières décisions, ça a été supprimer le menu des anciens, fermer le cinéma, des trucs très durs. Mais parce que je considérais que j'avais pas le choix. Et quand on a redégagé les marges de manœuvre, je l'ai remis. Mais à l'époque, voilà, pour vous dire, on a fait vraiment du ligne à ligne. Mais en tout cas, l'augmentation des impôts qu'on m'avait poussé à faire, on l'a pas fait. Comment est-ce que, comme maire, quand on est certain du bien fondé de sa décision, même quand elle est très dure politiquement, on assume cela, notamment vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de sa majorité, qui peut parfois être bousculée par ses choix. Et puis comment est-ce qu'on reste certain de notre cap dans ces situations très dures et où on est paradoxalement assez seul? C'est une bonne question. J'avais jamais pensé à ça. Comment... Qu'est-ce qui donne la force de tenir la barre dans ces moments-là? Je pense que c'est une banalité que je veux dire, mais il faut avoir des convictions fermes. Une fois qu'on a des convictions, ça nous porte sur beaucoup de choses déjà. Après, pour faire suivre la majorité, il faut que la majorité vous fasse confiance. Donc, il faut inspirer la confiance. Et en fait, après, ça règle beaucoup de problèmes. Voilà, faut avoir confiance en soi à la base. C'est vrai, parce que si on a un problème de confiance en soi, on en a tous, mais en tout cas, globalement, il faut en avoir parce qu'on peut vite douter. Parce que parfois, on est bousculé par les oppositions, par les services, Et en fait, il faut être extrêmement tenace et pas lâcher. Et je dis ça, et en même temps, parfois, il faut être capable de reconnaître qu'on a tort. Donc, vous voyez, tout ça est compliqué. On peut être tenace et en même temps à l'écoute. Et être ouvert. Donc, ma réponse, c'est une réponse de Normand, là, que je vous fais. Voilà. Après, je crois quand même qu'il faut comprendre une chose. En tout cas, ça dépend de la conception qu'on a de la politique. La mienne, c'est que le consensus n'est pas un gage de qualité. Je crois que si on veut faire plaisir à tout le monde, finalement, on finit dans l'immobilisme, mais je suis pas sûr que c'est ce qu'attendent les gens. Alors je dis ça et parfois ça me contredit. Parfois, finalement, on voit que les élus politiques qui font plus rien depuis des années, ils sont plus populaires que les autres. Mais en tout cas, ça a du sens d'être élu pour ne rien faire? Exactement. Donc pour moi, en tout cas, si on aime faire des choses, faut faire le deuil de faire le consensus. Dans ce pays, il y a une diversité d'opinions, il y a une diversité d'approches. Et au fond, quand on veut porter des projets structurants, souvent, on bouscule. Et donc, faut pas... En effet, il faut tenir, parce que parfois, on est bousculé fort. Comme je dis, l'opposition, elle peut être technique, elle peut être politique. Mais chercher le consensus à tout prix, je pense que c'est une erreur. Voilà. Et je crois que si on veut faire évoluer sa ville, notamment, il faut être capable de trancher, de prendre des axes assez forts, surtout dans un contexte de concurrence territoriale qui existe. Il faut sortir du lot. Et pour sortir du lot, parfois, il faut innover, il faut trancher, il faut défrayer un peu la chronique. Et je ne crois pas que les gens, reprochent à leurs élus de ne pas faire de consensus. Je pense qu'ils leur reprochent de ne pas faire. Et de ne pas être clair sur ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est plus ça. Moi. Quand on défraye la chronique, pour l'intérêt de son territoire, l'homme politique qui est le maire, c'est son métier, il le fait avec conviction. Comment est-ce que le vivent parfois les proches ou les élus du conseil municipal qui ne sont eux pas des politiques au cuir épais? Avec beaucoup moins de recul. Ouais. Ça, c'est évident.
C'est-à-dire que les élus moins politiques prennent très à cœur tout ce qui passe. Les posts Facebook, le moindre commentaire, enfin pas tous, mais ça arrive souvent. Donc là, notre rôle, quand on est maire, quand on dirige une majorité, c'est de relativiser et de temporiser. Moi-même, au début de mon mandat, j'étais beaucoup plus sensible à toutes ces choses. Alors c'est pas que je suis insensible aujourd'hui, mais c'est que je remets les choses à leur bonne place. Les réseaux sociaux sont une loupe déformante, et encore utilité du porte-à-porte pour s'en rendre compte, parce qu'en fait, quand on va voir les gens, finalement, c'est pas forcément ce qu'on lit sur les réseaux. Et donc, c'est un rôle d'apaisement, en effet. Et je peux pas en même temps leur reprocher de prendre à cœur les choses. Mais clairement, bon, après, pour les proches, moi, je préserve au maximum ma famille, parce que pour le coup, autant moi, je suis blindé pour supporter beaucoup de choses, autant ma famille peut le prendre beaucoup plus à cœur. Et j'ai des cas très précis où j'ai dû calmer ma famille, de gens qui n'étaient pas forcément très... Voilà. Quand vous êtes au restaurant en famille avec vos parents et que quelqu'un vient vous interpeller alors que vous mangez avec vos parents parce qu'il a pris une prune ou quoi, bon, moi, je gère, mais mon père, par exemple, l'a très mal pris et a recadré la personne de manière assez ferme, mais en même temps, je le comprends. En disant, mais là, il est en famille, quoi. Donc, et en même temps, je leur explique, oui, mais quand on est maire, c'est 100%. Heures sur 24, oui. Ma sœur, une fois, on était en ville, j'étais avec elle, on se baladait, quelqu'un est venu me voir, mécontente de la campagne alors je sais plus d'une action municipale quelconque, je sais plus exactement ce que c'était, mais bref, n'était pas contente. Et ma sœur les a envoyés péter, quoi. Alors j'ai dit, mais là je suis dans la rue, ils ont le droit de me parler, tu vois. Ça part d'une bonne intention, et quelque part ça me touche qu'ils aient cette réaction-là en me disant, bon là, nous, là, connaissent votre c'est bon. proximité. Et là je dis, ouais, mais quand on est maire, c'est tout le temps. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que je pense que les gens se rendent pas compte de ça. Je suis pas du tout là pour me plaindre, hein. Quand on est maire, on l'a cherché, on l'a voulu et tout. Mais je crois que ce serait toujours intéressant que les gens qui nous regardent, qui sont pas maires, accompagnent un jour leur maire sur le terrain, dans la rue. L'achat d'une baguette de pain peut durer quelques heures, parfois. Oui, bah, moi, une fois, j'ai dit à ma femme, je vais acheter une baguette de pain. C'était en bas de la rue, j'ai mis 1 heure. 1 heure, une femme m'a parlé de son problème pendant 1 heure, et en même temps, je m'en plains pas, mais c'est la réalité du job. Donc, faut l'entendre, ça. Et donc, toujours être quand même, je trouve, assez... pas être trop dur vis-à-vis des gens qui s'engagent, parce que c'est un engagement quotidien à 100%, quoi. Donc c'est quand même quelque chose. Et donc vous avez pris des décisions drastiques, dures, pas faciles à assumer politiquement. Comment est-ce qu'ont réagi vos administrés à l'instant T, et peut-être un peu plus tard, quand vos choix ont porté leurs fruits? Ouais, c'est ça surtout. Colis des anciens, c'est un bon exemple, parce qu'il y a eu de tout. Ça n'a pas été très bien vécu par les anciens eux-mêmes, c'est évident. Il y a eu une polémique avec l'opposition. En même temps, moi, je disais qu'il fallait que je redresse les comptes et que je ne voulais pas augmenter les impôts, etc. Une plus jeune génération a bien compris. Voilà, c'était vraiment assez mitigé. Donc, en fait, voilà. Après, j'ai fermé le cinéma, et là, j'ai eu un accueil plutôt... il y a toujours des polémiques, mais en même temps, le cinéma était réellement dangereux. Toujours pareil, quoi. On se plaint, mais on n'a peut-être pas envie que ses enfants, au bout d'un moment, aient un accident parce qu'il y a un truc qui tombe et tout. On a fermé une école sur notre volonté municipale, pour porter un autre projet, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça a été très très dur, mais encore une fois, on a tenu, et le seul juge, c'est l'élection, en fait. C'est là où nous, on a été réélus malgré tout ça, malgré le fait d'avoir fermé un cinéma, d'avoir arrêté en tout cas le colis, qui était un symbole en fait plus qu'autre chose, d'avoir fermé une école, d'avoir démoli notre salle des fêtes. Enfin, on a vraiment tranché. Vous avez été élu malgré tout ça, parce que vous avez justement pris les décisions qui étaient nécessaires et qui sont aujourd'hui reconnues comme justes. Je pense malgré, parce que sur le papier c'est un peu suicidaire, d'avoir fermé une école 1 an avant l'élection, mais parce qu'on avait une obligation de résultat. Si on fermait pas l'école, je faisais pas la médiathèque à la place. Enfin voilà, donc en fait je pense que c'est plutôt malgré. Là, la médiathèque est en train de sortir de terre, et donc on pourra vraiment montrer le sens de ce qu'on a fait. Mais c'est toute la difficulté d'avoir des effets sur le long terme et de devoir prendre des décisions qui sont vécues en très court terme. On avait promis vraiment le feu sur la fusion des écoles, parce que j'ai fusionné des écoles en une, et en fait tout se passe très bien, mais politiquement ça a été infernal. Ça a été un combat très très dur. Donc en fait c'est très difficile de savoir vraiment comment se positionne la population. Je pense qu'il faut avoir vraiment confiance dans ce qu'on fait, dans le résultat final, et se dire, bah voilà, faites-moi confiance, ça va marcher, quoi. Mais il y a forcément des frictions. Donc en fait, c'est très difficile de dire la population. C'est tellement diversifié, chacun a tellement des motivations différentes. C'est un pari qu'on fait. Un projet, c'est un pari.
Vous l'avez dit, le juge de paix à la fin, c'est l'élection. Ouais, ça, j'y tiens beaucoup. Il y a l'élection municipale, mais il y a aussi l'élection départementale. Ouais. Et vous êtes devenu un jeune conseiller départemental après avoir été un jeune maire. Comment est-ce qu'on se projette sur 2 mandats avec des emprises territoriales différentes, des compétences territoriales différentes et qui symbolisent un petit peu l'arrivée dans la politique professionnelle? Ouais. Moi, ça n'a pas été très difficile. Je trouve que j'ai toujours eu de l'appétence pour la politique, donc c'est différent parce qu'on est sur une échelle un peu au-delà. Mais les mandats se nourrissent. Je le dis aussi pour tous les pourfendeurs du cumul des mandats locaux, ça se nourrit. Moi, ça m'a rendu meilleur dans les 2 mandats d'avoir les 2. Voilà, c'est des expériences différentes. Meilleur mais en même temps, comme politique, en tant qu'élu, ou meilleur en tant qu'homme capable de ramasser ici et là des subventions, des crédits pour son territoire? ouais, j'entendrais plutôt la première option dans le sens où, en fait, en tant que maire, moi, en tout cas, ça m'a permis de voir beaucoup de choses en dehors de la ville. De comparer, en fait, par rapport aux autres communes de l'Eure, etc. Donc ça me faisait revenir en tant que maire en ayant des points de comparaison, bons comme mauvais d'ailleurs. De dire voilà où on est bon, voilà où on est mauvais. Voilà où, à l'opposition, franchement, vous êtes à côté de la plaque parce qu'en fait, on est bon et j'ai fait le tour. Et donc voilà, dans l'Eure, on se positionne bien. Voilà où là, peut-être, on a en effet des efforts à faire. Donc ça, c'est toujours bon de s'ouvrir, de partager les expériences et ça nous rend forcément meilleurs. Voilà, de voir ce qui se passe ailleurs, de discuter, d'être responsable sur certaines politiques départementales et de devenir un peu... Moi, j'ai développé une petite expertise en politique culturelle parce que c'était ma délégation. Et ça nous a permis aussi à Gisors de réfléchir un peu autrement. Enfin bon. Donc non, je dis que c'est enrichissant, moi. Et après, par contre, c'est une organisation. C'est une organisation, on en parlait en préparation de cette interview. En tant que maire, vous aviez des réunions tous les soirs. Ouais. Vous avez cumulé le mandat de maire et celui de président du conseil départemental. Non, de vice-président. J'ai pas le droit. Pardon. Président, j'ai pas le droit. Et puis ensuite, voilà, vous êtes devenu d'ailleurs, président. J'aurais pas pu, honnêtement. Aujourd'hui, vous êtes président, premier adjoint au Gisors. Ouais. Comment est-ce qu'on organise son temps de travail, justement? J'en reviens à la question de maîtriser l'administration. Il faut imposer son calendrier. Voilà. C'est assez simple. Et le calendrier du président de l'Eure, alors comment est-ce qu'il s'organise? Lundi, mercredi, vendredi, département. Mardi, mairie. Jeudi, communauté de communes. Voilà, je suis très précis. Et ça, on doit déroger le moins possible. Et au début, ça tangue. Au début, à la communauté de communes, ils disent bah oui, mais si on veut vous faire signer des parapheurs et que c'est pas le jeudi, je fais bah c'est le jeudi. Il faut anticiper. Une semaine, là, normalement c'est bon, hein. Une signature par semaine. Donc voilà, donc un petit peu de. Mais c'est toujours pareil, il faut tenir. Et quand on tient, bah on s'adapte. Alors c'est un luxe, c'est quand on est président. C'est sûr que quand on est adjoint, c'est un peu différent, quoi, que ça dépend. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille à tous les élus qui sont au département qui parfois courent partout, font 2 heures de route pour 1 heure de réunion, reviennent et tout, parce que c'est un grand département. Enfin, un département, c'est quand même une échelle importante. Je leur dis, mais tu dois pas faire ça. Les services doivent s'adapter à ton agenda. Parce que la légitimité, elle est chez l'élu. C'est au service de s'adapter aux contraintes de l'élu. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas l'élu en soi, mais c'est les gens, c'est ce qu'il représente, c'est la population. Donc c'est bien au service d'être à disposition des personnes qui représentent la population. Et donc on s'y tient en étant extrêmement strict sur l'agenda. Puis après il y a le week-end où là c'est plus libre, ça dépend des événements. Mais globalement dans la semaine c'est vraiment ça. Et donc tous les mardis quasiment je fais du porte-à-porte à Gisors aujourd'hui. En tant que premier adjoint, le maire aussi en fait de son côté. Ça c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en place. Le jeudi je fais très régulièrement des visites de maire dans ma Comcom. Et après lundi beaucoup de réunions internes au département. Vendredi mes déplacements dans le cadre de mon mandat départemental. Et en fait, en s'organisant bien, on arrive à tout tenir. Et à chaque fois qu'on me critique là-dessus, je dis bah, dites-moi où je ne suis pas. Encore, je serai absent à des endroits où je ne serai pas présent, où je ne remplirai pas mes obligations. Je le fais. Ça veut dire qu'on peut exercer plusieurs mandats. Oui, bien sûr. Mais on peut aussi exercer un mandat et une activité professionnelle. Oui. C'est pas un frein aujourd'hui? Moi, je ne le fais pas parce que là, j'ai 3 mandats, parce qu'on ne parle pas, mais j'ai la présence de la Comcom. Donc voilà. Enfin, j'ai quelques activités, je forme, etc. à la marge, mais globalement aujourd'hui, je suis je suis assez professionnalisé en politique et je l'assume. On pourra en parler si besoin, mais je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie là-dessus. Mais oui, bien sûr. En fait, la question, c'est quel type d'élu on veut être. Je délègue beaucoup. C'est ma conception de la politique, elle est collective. Aux élus ou aux agents? Aux élus. J'ai pas l'obsession d'être là, quoi, sur la photo de tel truc. L'essentiel, c'est que ça se fasse. Je pense que c'est ce qu'on attend aussi. Évidemment, si on veut être partout, tout gérer, être DG à la place du DG, mettre son nez partout, bah là, on ne pourra pas cumuler. En tout cas, on le fera mal, etc. On perd la plus-value de l'élu. Par contre, je pense qu'une grande qualité, comme dans le travail privé, comme dans la vie en général, c'est de bien s'entourer.
Et j'essaye de bien m'entourer. Voilà, pour que justement ce soit possible. Si à un moment donné je sens qu'il y a un truc que je peux plus faire, par honnêteté intellectuelle, je le ferai plus. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mes vice-présidents savent très bien, que ce soit à la communauté de communes, au département, que je leur délègue énormément de choses. Mais aussi parce que quand vous arrivez au département, vous êtes à un niveau de professionnalisation de la politique où vos vice-présidents, vous pouvez leur déléguer beaucoup de choses. Puisque souvent ils sont maires ou ils ont été maires. Parfois, moi j'ai mon premier vice-président qui est ancien président. Bon, en toute confiance, je peux lui laisser aussi pas mal de trucs. Voilà, il y a une expérience. Maire, c'est un petit peu différent, sans faire insulte aux adjoints, etc. C'est moins professionnalisé. Donc en mairie, moi en tant que maire, je prenais beaucoup de choses en direct. Le conseil municipal, j'étais vraiment en première ligne sur beaucoup de sujets. Parce que c'était politique et que je m'investissais beaucoup. Aujourd'hui, au département, je peux laisser la parole à des vice-présidents qui ont une expérience politique qui fait qu'il n'y a pas de problème. Et cette professionnalisation de la politique, vous la déplorez? Non. Vous l'assumez plutôt, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que c'est lié à un cadre, notamment un cadre institutionnel et légal autour du rôle de l'élu qui est toujours plus contraignant? Je ne suis pas très consensuel là-dessus. Parce que, en fait, la facilité, c'est de dire c'est pas un métier, c'est une fonction. Certes. Enfin, dans les faits, ça nécessite des compétences, ça demande du temps. Et donc, à ce titre-là, pour moi, il faut quand même un peu l'envisager comme quelque chose de professionnel. Et on a bien vu sur le mandat parlementaire de 2017 à 2022 à quel point, en fait, le mythe de l'amateurisme qui serait une chance est un leurre, en fait. On a eu des députés inexistants. Alors, en plus du non-cumul, mais quand même aussi des gens inexpérimentés qui, du coup, n'existent pas. C'est une expertise, la politique aussi. Alors, c'est normal que les gens se posent la question parce qu'aujourd'hui, on a un problème de confiance, d'efficacité dans la politique. Mais pour moi, c'est un autre sujet. Mais je crois que pour moi, c'est pas le sujet en fait du statut. Au contraire, je pense que les élus devraient avoir un statut plus fort. Déjà, ce sera un sujet d'attractivité. Parce que qui on va attirer pour prendre des mairies s'il n'y a pas de statut un petit peu, voilà. Faut savoir que quelqu'un qui va peut-être remettre en cause sa vie professionnelle, sacrifier une partie, il faut quand même qu'il soit un petit peu sécurisé sur certains aspects. Et aujourd'hui, on ne peut pas traiter les élus locaux qui se donnent beaucoup, qui prennent des risques, qui sont menacés parfois et tout, comme juste des bénévoles. C'est pas... Je pense qu'on va avoir un vrai sujet de recrutement. Et d'ailleurs, on a un sujet de recrutement sur l'engagement en général. Avec, d'ailleurs, je parle des bénévoles, mais les bénévoles associatifs, c'est aussi un sujet. Même problème. Mais là, en tout cas, on a un levier sur la politique, c'est, à mon avis, de sécuriser les parcours davantage et d'assumer, peut-être même en termes de formation, que c'est quand même un peu un métier, quoi. Alors, on va me dire que non, mais je trouve que c'est une hypocrisie et ça dévalorise le travail des élus. Moi, je vois bien que depuis 10 ans, j'ai pris énormément en fait, en expérience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même, je forme des élus parce que je veux partager cette expérience sur les erreurs à ne pas faire. Et tout à l'heure, je disais que c'était important pour la population, je pense, et pour la légitimité que les élus tiennent les administrations, ça demande un petit peu de savoir-faire. Bien sûr. Si on n'est pas assez capé, on l'a dit en termes de formation et tout ça, on se fait balader. On se fait balader. Et être élu, c'est être un manager. Et donc, c'est pas anodin. Et ça, il faut le prendre en compte. Et je pense qu'on se trompe en pensant que c'est plus noble de dire que c'est pas un travail. C'est noble, le travail. Et quelque part, donc, on aura un problème de recrutement. Parce qu'on dévalorise tout le monde, en fait. Mais ça, c'est pas consensuel parce qu'il y a une image du politique qui est complètement déformée, alors que le politique a des avantages et tout. Il y a des cas. Mais dites-moi quel avantage à un maire de 500 habitants. Dites-moi quel avantage... je veux dire, oui, il a une indemnité, mais qui est tellement... Paradoxalement, un niveau de responsabilité, qui est énorme, les indemnités sont bien énorme. plus faibles que n'importe quel exercice privé dans une entreprise. Exactement. Et puis, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas content, prenez la place. Mais il y a vraiment, bien sûr, mais parce que aussi c'est trop facile. Là-dessus, je suis assez radical. C'est que la politique, il y a plein de milieux qui jugent la politique. Tout le monde a son mot à dire parce que vu que c'est public, etc., c'est un milieu où c'est facile de taper. Moi, quand je vois des gens du milieu du cinéma donner des leçons de morale à la politique, l'équation familiale dans le cinéma est beaucoup plus prégnante qu'en politique. Il n'y a pas tant d'élus importants que ça qui sont fils, filles d'hommes politiques. Il faut bien se poser la question. La politique, c'est assez juste au fond. C'est que on se présente à une élection et on convainc ou on convainc pas, qu'on soit le fils d'eux, fille d'eux, etc. Il y a assez peu de dynasties en politique. C'est important de le dire. Dans le monde artistique et culturel, il y en a beaucoup plus. Donc je veux bien recevoir des leçons de morale. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un pays où, contrairement à ce que j'entends parfois, on a cette chance de dire, en fait, moi, je peux décider. Mais c'est du travail. C'est de l'engagement. J'avais eu pendant la crise des Gilets jaunes, j'avais fait des réunions de quartier, j'ai vu des Gilets jaunes qui s'étaient levés à un moment donné,
en réunion. On a eu des échanges cordiaux, j'ai pas eu de problème particulier, mais ils m'ont dit oui, on n'a pas la parole, etc. Je leur ai dit, mais vous savez, moi aujourd'hui je suis maire, mais j'ai fait du porte-à-porte pendant 1 an. J'ai travaillé, j'ai passé des heures à réunir une équipe, etc. Vous pouvez faire la même chose. Il suffit pas juste de se lever et de dire je veux la parole. On est dans un système qui permet de le faire, et c'est trop facile de faire comme si c'était pas le cas. Et donc, en fait, ma famille, comme j'ai dit, moi j'avais personne en politique dans ma famille. J'ai fait Sciences Po Lyon, ok, très bien, mais bon, j'ai eu un concours. J'ai pas été pistonné pour aller là-bas. Et mon premier stage que j'ai fait auprès d'un député, certes, c'était député de ma circo, comme n'importe qui peut demander un stage. Et c'est vrai que quand vous êtes dans un cursus Sciences Po, vous êtes assez facilement pris en stage auprès d'un député. Mais j'ai pas eu de passe-droit, en fait. Et quand vous arrivez, qu'en gros tout le monde fait comme si vous aviez eu un passe-droit alors que ce n'est pas le cas, et bon, mon ami Sébastien Lecornu, c'est pareil, quand on regarde son parcours, il vient pas d'un milieu politique du tout, et donc c'est trop facile de dire j'ai pas la parole. En fait, vous pouvez l'avoir, et c'est la magie de ce système. Il faut le garder. Est-ce que la politique en France est un des derniers lieux où l'ascenseur social marche, au mérite, au travail ? Oui. Moi, je pense que c'est le cas. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir quand on l'a ? Autre sujet. Parce que moi, je dis ça, attention, je suis très dur aussi sur le milieu politique, sur d'autres aspects. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, oui, si on regarde... Parce qu'en fait, on fait des statistiques. Alors, l'Assemblée nationale, le Sénat et tout sont certainement pas suffisamment représentatifs. Ça, on peut se retrouver là-dessus. Mais après, les stats sont un peu faussés dans le sens où on prend dans ces stats un peu le statut des gens quand ils deviennent députés. Ce qu'il faut regarder, c'est leur environnement familial au départ. Parce que oui, c'est possible dans un parcours de vie, on part d'un environnement défavorisé, qu'on devienne cadre et qu'après on devienne député. Mais ça ne veut pas dire que c'est un cadre qui est devenu député, c'est un enfant d'ouvrier qui est devenu député. Donc ça, il faut regarder dans le détail, même s'il y a énormément de choses à faire. Mais techniquement, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est possible. Donc après, c'est des freins culturels. C'est comme dans la culture, dans les politiques culturelles. On dit faut que ce soit gratuit pour attirer les gens. Non, parfois c'est des freins culturels. Vous pouvez mettre un opéra gratuit, il y a des gens qui vont penser que l'opéra c'est pas pour eux. La politique c'est pareil. C'est accessible, mais il y a plein de gens qui pensent que c'est pas pour eux. Et donc ça, faut débloquer ça. Est-ce que la politique c'est pour tout le monde ? En tout cas, tout le monde y a droit. Je dirais pas qu'il y a rien qui est pour tout le monde. Moi là-dessus, alors pareil, c'est pas très consensuel. Quand je forme des étudiants, je leur dis attention, le management par exemple, c'est pas fait pour tout le monde. Je dis, si là aujourd'hui, ils sont quand même assez formés, ils ont peut-être 22, 23 ans, je leur dis, ou 20, 21 ans, je leur dis, si là, quand votre voisin fait du bruit, vous n'arrivez pas à aller toquer à sa porte pour lui dire qu'il faut baisser le truc parce que vous n'osez pas, faut pas faire de management, parce que vous êtes incapable de gérer le conflit au quotidien. Donc, c'est là où je dis, rien n'est fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut arrêter d'illusionner les gens. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que légalement, formellement, c'est accessible à tous. Donc, il n'y a pas de frein à avoir. Les freins, ils sont psychologiques, c'est-à-dire, il y a un frein psychologique que j'entends, qui est de dire, voilà, c'est pas pour moi parce qu'on n'a pas été élevé là-dedans, qu'on pense qu'on n'y a pas droit. Et il y a un autre frein qui est un peu moins, pour moi, un peu moins noble, qui est celui de se trouver une bonne excuse pour pas y aller, quoi. De toute façon, maintenant, c'est ses copains et compagnie, etc. Ce n'est pas le cas. La politique aujourd'hui est en recherche de profil. Aujourd'hui, vous avez envie de vous engager, vous allez dans un parti, vous serez très bien accueilli, parce qu'en fait, on manque de monde. Vraiment, là, j'envoie un message. C'est quelque chose de contresens. Il manquera des milliers de candidats aux élections municipales en 2026. Ouais. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est non, la politique n'est pas un milieu fermé. Par contre, c'est assez exigeant. C'est-à-dire qu'il faut partir, en tout cas, si je prends ce que j'ai suivi moi, il faut partir du bas, il faut tracter, il faut coller des affiches, il faut faire des trucs parfois très compliqués, assez ingrats. Et c'est comme ça qu'on apprend, mais comme dans n'importe quel métier, j'ai envie de dire. C'est l'apprentissage du métier manuel. Exactement. Mais c'est plus à la mode maintenant, parce qu'en effet, on est dans l'immédiateté. Mais c'est comme ça que la vie fonctionne pour moi. Et donc, il faut passer les étapes. Mais aujourd'hui, vous voulez décider, mais allez-y. Et c'est intéressant, parce que plus il y a de gens qui vont essayer de décider, de participer, plus ils vont comprendre les contraintes aussi. Parce que si vous voulez, le truc, un peu de la pensée magique, de dire pourquoi ils font pas ça. Alors moi, il y a des... Il y a qu'à Faucon. Exactement. Et ça, en fait... Toi, t'es frappé, mais ça, c'est assez intéressant. Chez les habitants en général, quand même. Pourquoi vous faites pas ça ? Et parfois, je leur dis, mais ça coûte, je sais pas. Rien que la question budgétaire, parfois, elle n'est pas du tout prise en compte dans le raisonnement. C'est intéressant, ça, parce que c'est quand même la base. Enfin, le budget, c'est la base de ce qu'on peut faire et pas faire, exactement. Et donc là, il y a toute une discussion. Je dis pas pédagogie, parce que je trouve ça toujours un peu condescendant. Mais il y a une discussion engagée, quoi. Sur le fait de dire... vous savez, ça coûte ça, quoi. Donc si je veux le faire, je dois vous augmenter vos impôts de temps. Alors parfois, ils ne paient pas d'impôts, donc je dois supprimer tel truc. Mais c'est pas un réflexe. Et ça, il y a tout un truc aussi à... Je pense que le manque d'empathie qui se développe quand même dans la société, en fait, l'incapacité qu'on a
et ça peut être mon cas parfois, se mettre à la place d'eux avant de juger. Hein, on dit toujours qu'il y a plus de 60 millions de sélectionneurs de l'équipe de France, il y a plus de 60 millions de présidents de la République, pourquoi on ne fait pas ça? C'est un vrai sujet. C'est que moi, je ne suis pas macroniste, mais quand j'écoute Macron, j'essaye de me dire, putain, à sa place, qu'est-ce que je ferais? Et quand on se pose cette question comme ça, on est moins dur. Il n'y a aucune solution simple, ça n'existe pas. Et donc, voilà. Et on arrive à un système où la nuance n'existe plus. Et donc, c'est soit on hait, soit on adore. Et moi, je me sens un peu perdu là-dedans. Parce que moi, Emmanuel Macron, je le hais pas. Je le connais pas, donc je n'aime pas les gens que je connais pas. Je l'adore pas non plus, hein, parce qu'il y a plein de choses qui m'exaspèrent. J'essaie juste d'avoir un espèce de regard juste, quoi. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien et tout. Et c'est dur aujourd'hui. C'est pas dans l'air du temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes premier adjoint, président de communauté de communes et président d'un conseil départemental. Les Français, mais peut-être même une grande partie des élus locaux ou des futurs élus, ont parfois du mal à se retrouver entre les compétences de ces différentes strates, leur complémentarité et comment elles agissent ensemble sur les territoires. Il faut être très clair, hein, les gens ils connaissent leur maire et le président de la République. Parfois un peu leur député. Bon. Sur un malentendu. Ouais, parce qu'en plus, il n'y a plus le cumul mandat local député, donc en plus c'est encore un peu plus compliqué aujourd'hui. Il faut avoir l'humilité de savoir ça. Et je pense que ce sera toujours un peu le cas parce que finalement, si je dis pas de bêtises, alors député, donc je dis une bêtise parce que député c'est le cas, mais globalement c'est deux grandes élections de scrutin direct, même si le maire n'est pas élu directement, les gens votent quand même un peu pour leur maire. Et c'est les choses où ils se sentent le plus concernés. Donc c'est maire, président de la République. Moi je vois bien, je suis passé de maire à président de département. Quand je vais à Gisors, bon, les gens ils savent pas ce que je fais. C'est monsieur le maire. C'est comme ça. Alors parfois, donc moi je corrige, vraiment je leur dis non, c'est plus moi le maire, machin, là-dessus je joue pas. Non mais parce que c'est plus lointain, puis parce que c'est compliqué. Hein. Enfin, faut être clair. Moi si j'écris un courrier, ça m'arrive à des administrés, est-ce qu'ils font la différence entre le président du département et le préfet? Franchement, j'en doute très fort. Bon, donc ça... Après, est-ce que ça veut dire que ces institutions sont inutiles? Je crois pas du tout. Je crois qu'il faut pas simplifier. Je pense que c'est important d'avoir une communauté de communes pour porter des projets que les communes ne peuvent pas porter seules. Je pense que c'est important d'avoir certaines politiques gérées au niveau départemental. Je pense que c'est important d'avoir certaines politiques gérées au niveau régional. On pourrait simplifier le système. Ça, c'était la réforme Sarkozy sur le conseiller territorial qui était la bonne réforme pour moi que François Hollande a abandonnée au profit des grandes régions, qui pour moi sont une erreur. Pas pour la Normandie, parce que la Normandie s'est constituée. Non mais c'est vrai, c'est historique, ça veut dire quelque chose. Mais si on parle de sentiment d'appartenance des habitants, la Normandie, il n'y a pas de sujet. C'est la Normandie. On blague entre la haute et la basse, mais bon, historiquement, ça existe. Il y a d'autres régions, c'est quand même beaucoup moins vrai. Donc ça a encore plus éloigné, c'est vécu comme un peu des instances technocratiques. Bon. Donc en effet, c'est peu lisible. Ça c'est clair. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter pour autant? Je crois pas. Comment est-ce qu'un maire élu en 2026 peut obtenir le meilleur de son intercommunalité, de son département, en étant un jeune élu? Comment est-ce que, en tant que futur élu, on navigue dans ce... C'est intéressant. Moi, ce que je dis aux élus que je forme, c'est que... Alors, il y a toute une partie du job de maire qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est une partie de VRP, de lobbyiste. Ça demande du temps. Ça veut dire que l'ambassadeur de son territoire quand on est maire. Exactement. Il y a différents profils de maire. Et il y a un profil qui mènera sa commune à sa perte. C'est le maire qui ne vient jamais aux réunions communautaires, ne vient jamais à aucune réunion, s'enferme dans son truc, et en plus se plaint du système, parce qu'il n'arrive pas à en tirer profit. En même temps, il ne cherche pas. Ça, ce type de maire-là, c'est forcément des maires où la commune ne va pas très bien fonctionner. Ce que je conseille toujours, moi, aux maires, c'est, parce que ça arrive souvent, les nouveaux maires, parfois, délèguent leur siège communautaire à un adjoint, en pensant qu'ils n'auront pas le temps et tout. Ne faites pas ça. Prenez le siège. C'est important d'y être. Ça, déjà, c'est le premier conseil, parce que j'en vois beaucoup qui regrettent après. Et après, c'est d'avoir une équipe. Ça, c'est pas toujours simple, parce que comme on a dit, il y a complexité à recruter dans le recrutement, enfin, de recruter du personnel politique. Donc voilà. C'est d'avoir dans son équipe des gens capables justement de vous libérer du temps pour faire ça. Parce que sinon, maire, on a la tête dans le guidon tout le temps. Ça empêche déjà d'avoir une vision stratégique, parfois, pour son territoire, et ça empêche de faire le travail de lobbying, de visibilité, d'incarner sa commune dans des instances qui après peuvent aider, etc. Ça veut dire avoir un premier adjoint qui est capable de relayer le maire sur pas mal de trucs. Ça, je le conseille beaucoup. Parce que, et moi je suis président de département, je le vois bien, c'est pas une question de copinage en fait. C'est une question d'identifier les projets. Il y a 600 communes dans l'air. Forcément, s'il y a un projet, quand on fait les réunions avec le préfet, DETR, et on voit avec les institutions départementales comment on fait levier ou pas, il y a le maire qu'on aura vu 4 ou 5 fois, qui nous aura présenté son projet, qui l'aura amendé comme on lui a demandé pour que ça rentre dans les cases et qu'on aura bien identifié. Et puis il y a le projet qui est juste une fiche instruite sans rien de plus.
C'est pas du copinage de dire que le premier est avantagé. Parce que déjà, on a confiance sur le projet parce qu'on le connaît, le maire le porte, et donc on se dit l'argent sera dépensé. Parce qu'il y a ça aussi, c'est attribuer des subventions sur des trucs qui se feront pas. Et donc je dis toujours aux maires, aux élus, aux futurs élus, là, ce travail-là, c'est de la politique, c'est de la diplomatie même un peu, mais il faut le faire. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Ça fait partie du job, et quelque part, ça rend le job intéressant aussi. Parce que c'est très important pour moi, intellectuellement, de sortir du cadre pur de sa commune. C'est important, ça aère l'esprit en fait. Ça peut donner des idées, ça peut relativiser certaines choses. Donc il faut le faire. Les occasions qu'en tant que maire rural vous pouvez avoir, enfin je dis rural parce que c'est la grande majorité des communes, et c'est là surtout où ce sujet se pose. Dans les communes plus urbaines, ce rôle est plus facilement, c'est un peu plus professionnalisé. Facilement endossable. Voilà, c'est ça. Je leur dis ne sous-estimez pas ça, c'est important. Et je le dis aujourd'hui en tant que président de département où j'ai dû faire des choix sur des dossiers instruits, ça compte. Et c'est pas que c'est un copain en fait. C'est pas ça, parce que pareil, on caricature. C'est parce que c'est un copain, c'est parce qu'il est de tel parti, etc. En fait, département, moi je subventionne des projets dans des communes de droite, de gauche. Le projet il est bon ou il est pas bon. Et donc c'est encore une facilité de dire je suis pas soutenu parce que je suis pas dans le bon camp. Parce que j'ai pas la bonne étiquette. Non. Alors peut-être qu'il y a des territoires à la marge où ça existe, mais globalement, si un projet il est bon aujourd'hui, alors maintenant avec la crise des finances publiques, mais jusqu'à aujourd'hui, parce que moi je suis obligé aussi de geler pas mal de choses, mais jusqu'à aujourd'hui, si le projet était bon, il était financé. Franchement, ça, et je l'ai toujours dit, l'État a beaucoup de crédits à mettre dans les communes rurales et ils le font par la DETR. Alors ok, on focalise sur le fait qu'il n'y a plus la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, c'était pas grand-chose. Oui, c'était... Bon. Et en mode de système clientéliste, on était bien aussi. Voilà, ça c'est un avis qui m'est propre. Donc je trouve que la DETR est aussi un bon système. DETR plus département, plus région, plus CAF, etc. sur certains projets, quand même il y avait des niveaux de cofinancement intéressants. Donc, les projets étaient possibles. Là, ça va devenir un peu plus dur. Bon, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre, mais... Vous avez parlé tout à l'heure de Sébastien Lecornu, qui est aujourd'hui ministre des Armées. Est-ce que l'amitié, elle existe en politique? Est-ce qu'elle a un rôle? Et est-ce qu'elle a drivé et attiré vers le haut votre carrière? Alors moi je touche du bois. Voilà, la table apparemment c'est du bois. Ouais, c'est ça. Donc je touche du bois. J'ai été préservé de tout ce que j'entends sur la politique. J'ai jamais eu de grosses déceptions, de trahisons. Donc je suis assez... je pense que... Enfin, c'est pas, je sais que ça existe. Je suis pas, surtout un peu au-dessus encore. Parce qu'au niveau national, c'est assez dur. Je pense que Sébastien, lui, pour le coup, il le vit. Moi, dans l'heure, Sébastien a su créer une vraie famille politique. D'ailleurs, qui transcende les partis, parce que Sébastien est Renaissance, moi je suis d'hiver droite, ancien LR, on a du centre-gauche dans notre majorité, on est vraiment une majorité de projets, quoi, et d'amitié. Et l'amitié, ça existe en politique, bien sûr. Et moi, je n'ai connu que ça. Donc, je suis élu en 2014. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, petite histoire, donc, quand j'ai dit que j'ai fait un stage avec mon député, mon maître de stage était Sébastien Lecornu. 2008, il sortait de sa campagne municipale où il était sur la liste de Jean-Luc Mirault à Vernon. Et ils échouent, victoire des socialistes en 2008. Et voilà. Et moi, donc Sébastien me dit, moi, 2014, je me présente. Et je lui dis, moi, je suis de Gisors. Donc, on a commencé comme ça. Je dis, moi aussi, je veux me présenter à Gisors. Donc, 2008. Et on ne s'est pas quitté depuis. On ne s'est jamais disputé. Parce qu'on se connaît trop bien et on se respecte. On n'a jamais été en concurrence. Parce que le chef politique, c'est lui. Est-ce que vous êtes parfois en désaccord? Oui. Comment est-ce qu'on gère le désaccord entre alliés politiques? Déjà, c'est assez peu courant. En fait, on part de désaccord et à la fin de la discussion, on est d'accord. Et c'est pas forcément qu'un se couche ou l'autre. C'est je pense qu'on est suffisamment respectueux l'un de l'autre et on a suffisamment la conscience de l'intelligence de l'autre pour se dire que s'il y a un problème qui est soulevé, c'est qu'il y a un sujet à régler. Donc généralement, on arrive à un point d'accord. Toute la majorité suit Sébastien, me suit aujourd'hui en tant que président, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on a confiance et parce qu'il y a une loyauté. C'est notre côté un peu RPR, mine de rien. C'est très militaire quand même chez nous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand c'est décidé, c'est décidé. Mais il n'y a que comme ça que ça peut marcher. La politique, ça fonctionne comme ça, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on lave notre linge sale en famille, on n'est pas d'accord, et après, on assume tous ensemble. Et ça fonctionne depuis 2015 maintenant. Merci, monsieur le président, puisque vous êtes président de département et c'est votre plus haute fonction, pour ce témoignage qui nous rappelle que l'engagement et la loyauté marchent en politique. Eh oui.